ماجدة. تفضل أختي. Bonjour. Donc, on a réalisé la coloscopie chez notre patient, on a trouvé le polype, on l'a caractérisé. Mais avant de réaliser la polypectomie, on s'est rendu compte que notre patient, il est coronarien stenté récemment sous double antiagrégant plaquettaire. Il est porteur d'un PACE. Donc, quelles précautions doit-on prendre chez ce type particulier de patient? Ça fera l'objectif de notre présentation. En fait, la polypectomie représente un acte invasif à risque de complications qui doivent être prévenues, surtout chez les patients ayant des comorbidités connues, nécessitant ainsi une préparation périopératoire et une coordination étroite entre les différentes spécialités. Nous avons choisi deux populations particulières de patients. Donc, on va commencer par les patients sous antithrombotiques et durant cette partie, je me suis basée sur les dernières recommandations de l'USGE et de la Société britannique de gastro-entérologie. Donc, pour commencer, les antithrombotiques regroupent les anticoagulants et les antiagrégants plaquettaires. Le fait d'avoir un patient sous antithrombotique est une situation de plus en plus fréquente en pratique, mais assez complexe, puisque là, on est face à un équilibre précaire entre un risque thromboembolique et un risque d'hémorragie digestive qui multiplie par 4 la mortalité annuelle et cardiovasculaire. D'autant plus que la polypectomie est classée par la majorité de sociétés savantes comme étant un geste à haut risque hémorragique. Et de ce fait, tous les patients doivent être informés du risque thrombotique lié à l'arrêt des traitements et du risque hémorragique lié à la polypectomie. Il faut, devant tout patient, évaluer le rapport bénéfice-risque, sans oublier que le risque hémorragique il est de mieux en mieux contrôlé, que ce soit endoscopiquement, radiologiquement, au pire des cas, chirurgicalement, mais un accident thrombotique cérébral ou cardiaque, il est lié à une mortalité majeure. Donc, commençons par le risque d'hémorragie post-polypectomie. Il est évalué aux alentours de 1 à 2%. Ce risque arrive jusqu'à 11% chez les patients sous antithrombotiques, les classant ainsi comme étant un facteur de risque majeur d'hémorragie post-polypectomie retrouvé dans la majorité des études. Donc, on distingue l'hémorragie immédiate qui survient au cours de la coloscopie et qui persiste au-delà de 30 à 120 secondes selon les études. Elle est liée essentiellement à des lésions vasculaires ou à un défaut de cautérisation et elle est en rapport avec des lésions de coupe. Et l'hémorragie retardée qui survient après la colo jusqu'à 30 jours. Elle est liée essentiellement à une chute d'escar induite par l'électrocoagulation ou à des lésions des vaisseaux sous-muqueux. Donc, elle est en rapport avec des lésions de coag. Pour le risque thromboembolique, là, on doit savoir classer notre patient en faible ou en haut risque thrombotique, bien sûr en concertation avec le médecin prescripteur. Pour les antiagrégants, c'est simple, c'est plus simple que les anticoagulants. Là, un patient est classé à haut risque thromboembolique s'il est coronarien stenté, avec un stent actif dans les 12 mois suivant la pose du stent, et pour le stent nu, c'est le premier mois suivant la pose. Sinon, pour les anticoagulants, c'est un peu plus compliqué. Il faut se référer toujours au médecin prescripteur. Donc, la gestion des antithrombotiques passe par 3 étapes. En pré-colo, on doit évaluer les risques thrombotiques et hémorragiques en concertation avec le médecin prescripteur et on doit avoir un consentement éclairé du patient. En per-colo, on doit savoir prévenir et traiter les éventuelles complications et en post-colo, on doit informer le patient de la procédure de la reprise. Commençons par la phase pré-coloscopie, on va commencer par le traitement le plus prescrit, c'est l'aspirine. Donc, l'interruption de l'aspirine multiplie par 3 le risque d'événement cardiaque et par 89 le risque d'événement cardiaque chez des patients stentés. Donc, ce risque thromboembolique paraît très supérieur au faible risque hémorragique en réalisant la polypectomie sous aspirine. Et de ce fait, il est recommandé de poursuivre l'aspirine avant la polypectomie. Passons aux antagonistes des récepteurs P2Y12, le fameux clopidogrel. Là, la situation, elle est un peu plus compliquée, puisque là, on est devant un risque hémorragique très important. Le risque d'hémorragie post-polypectomie, il est multiplié par 5, et on parle surtout d'hémorragie retardée, où le risque, il est multiplié par 10. Donc, ce risque hémorragique paraît très supérieur au risque thromboembolique chez les patients classés, notez bien, à faible risque thrombotique. Donc, de ce fait, pour les patients classés à faible risque thrombotique, il est recommandé d'arrêter les antagonistes des récepteurs P2Y12 3 à 7 jours avant la polypectomie. Et si on a un patient sous double antiagrégant plaquettaire, il est recommandé toujours de poursuivre l'aspirine. Passons aux patients à haut risque thrombotique. Là, ça devient encore plus délicat. Donc,
on est face à un haut risque thrombotique et un haut risque hémorragique. Plusieurs études se sont intéressées à évaluer le risque d'hémorragie immédiate ainsi que retardée en réalisant la coloscopie sous anti-P2Y12, parmi lesquelles figure cette étude prospective américaine, n'ayant pas montré un surrisque en termes d'hémorragie immédiate. Par contre, il y avait un petit surrisque statistique en termes d'hémorragie retardée, mais le taux global d'hémorragie retardée, il était faible. À noter que la majorité des polypes inclus dans cette étude étaient infracentimétriques, ce qui a incité les Italiens à considérer les polypectomies pour les polypes infracentimétriques comme un geste à bas risque hémorragique, et donc ils ont recommandé de continuer ces antiagrégants. Alors que si la taille de polype elle excède le 1 cm ou si on prévoit une mucosectomie, là on doit arrêter les anti-P2Y12 et on doit relayer par un antiagrégant plaquettaire qui s'administre par voie IV et qui a une courte durée d'action. Cette solution peut minimiser le risque d'hémorragie immédiate, certes, mais est-ce qu'elle peut agir sur le risque d'hémorragie retardée tout en ayant en tête que l'hémorragie retardée elle est liée essentiellement à la reprise des antiagrégants. Là, c'est cette étude chinoise qui nous répond en ne montrant pas de différence significative entre un groupe de patients chez qui on a réalisé la polypectomie sous clopidogrel et un deuxième groupe chez qui on a arrêté le clopidogrel puis on l'a repris après la polypectomie. Donc là, on peut conclure que l'arrêt du clopidogrel ne diminue pas le risque d'hémorragie retardée. Vu toute cette discordance dans la littérature, l'ESG recommande que cette décision soit prise en concertation avec le cardiologue interventionnel traitant afin d'évaluer le rapport bénéfice-risque de l'arrêt ou non de ces antiagrégants. Mais de toutes les manières, la polypectomie n'est pas habituellement un geste urgent, donc ça peut être tout simplement reporté après la fin de la double antiagrégation chez notre patient qui est généralement prescrite pour une durée limitée. Merci. Donc, passons aux anticoagulants. Là, deux questions. Est-ce qu'on arrête? Et si on arrête, est-ce qu'on fait le relais par héparine? Donc, on va commencer par les anticoagulants oraux directs, de plus en plus prescrits en pratique. Donc, on possède des résultats d'une étude de cohorte prospective multicentrique ayant montré un faible taux d'hémorragie et un faible taux d'incident thromboembolique en arrêtant les anticoagulants oraux directs sans relais par héparine, alors que le bridge par héparine était associé à un surrisque de saignement post-polypectomie. Donc, de ce fait, il est recommandé d'arrêter les anticoagulants oraux directs 2 jours avant la polypectomie sans relais par héparine, quel que soit le niveau de risque thromboembolique. Passons aux antivitamines K, là aussi on doit classer notre patient en faible ou en haut risque thromboembolique. Pour les patients classés en faible risque thrombotique, on possède des résultats d'un essai contrôlé randomisé en double aveugle, ayant inclus les patients suivis pour une ACFA sous intrant et classés à faible risque thrombotique et qui étaient candidats à des procédures invasives diverses, y compris la polypectomie. Donc, ils ont été randomisés en 2 groupes, un groupe qui a reçu l'HPPM après l'arrêt du intrant et un deuxième ayant reçu un placebo. Le taux d'incident thromboembolique dans le groupe qui a reçu un placebo, il était faible, aux alentours de 0,4%, alors qu'en relayant par héparine, on avait plus d'hémorragie sans gain sur le risque thromboembolique. 2 conclusions peuvent être tirées de cette étude, c'est que l'arrêt du intrant il est anodin chez les patients à faible risque thrombotique et que le relais par héparine ne fait que majorer le risque hémorragique. Donc, chez les patients à faible risque thrombotique, il est recommandé d'arrêter les AVK 5 jours avant la polypectomie, sans relais par héparine. Il faut toujours vérifier que notre INR soit inférieur à 1,5. Pour les patients au risque thrombotique, là, c'est une sous-population très peu représentée dans les études, donc ça sera plus sage d'arrêter les AVK 5 jours avant la polypectomie, faire le relais par héparine 3 jours avant la procédure. Il ne faut pas oublier que la dernière dose d'HPPM doit être administrée au moins 24 heures avant la procédure. Il faut toujours vérifier que l'INR soit inférieur à 1,5. Mais que faire si le relais par héparine n'est pas possible? Situation à laquelle on était confronté dans notre service face à un patient qui avait un remplacement valvulaire mitral, qui était classé à un très haut risque thrombotique, mais qui avait une thrombopénie induite par l'héparine contre-indiquant l'HNF et l'HPPM. Là, les Japonais nous répondent,
en permettant la polypectomie sous AVK à condition que l'INR soit dans l'intervalle thérapeutique, une recommandation faible, se basant essentiellement sur des études rétrospectives à faible effectif. Donc, en attendant les résultats d'un essai contrôlé randomisé multicentrique japonais qui est en cours, le fait de réaliser la polypectomie sous intrant reste juste une recommandation d'experts. Donc, passons aux précautions qu'on doit prendre en salle de colo. Deux questions essentiellement. Quelle technique, anse froide ou anse diathermique? Et est-ce qu'on doit obligatoirement fermer la brèche de polypectomie par des clips? Pour répondre à la première question, on possède des résultats d'une méta-analyse récente évaluant l'innocuité de l'anse froide pour les polypes infracentimétriques chez les patients sous antithrombotiques. Là, le taux d'hémorragie immédiate ainsi qu'au retardé était acceptable et 3 études incluses dans cette méta-analyse ont comparé l'anse froide à l'anse diathermique et ont conclu que l'anse diathermique multiplie par 3 le risque d'hémorragie retardée. Ceci a été expliqué par une étude japonaise montrant plus de lésions des vaisseaux sous-muqueux constatés à l'examen n'a pas des polypes réséqués à l'anse diathermique qu'à l'anse froide. Donc ça, c'était pour les polypes infracentimétriques. Qu'en est-il pour l'innocuité de l'anse froide pour les polypes supracentimétriques chez les patients sous antithrombotiques? Malheureusement, on n'a pas assez de données dans la littérature. Passons à la deuxième technique, le clipping prophylactique représente une alternative charmante pour les endoscopistes, surtout si on parle d'une lésion large. Donc là, on possède des résultats d'une méta-analyse récente incluant 9 essais randomisés qui n'a pas montré d'intérêt du clipping prophylactique sauf pour les polypes du côlon droit dont la taille dépassait les 2 cm. Ce qui a été confirmé par un essai contrôlé randomisé récent, mais qui a mis en doute la rentabilité de cette technique, puisqu'on avait besoin de traiter 16 patients avec une fermeture complète par clip pour des polypes de plus que 2 cm du côlon droit afin de prévenir un seul incident d'hémorragie retardée. Et le nombre de patients augmente à 71 pour les polypes distaux. Fait important, c'est qu'il y avait une faible proportion des patients sous antithrombotiques, ne dépassant pas les 10% incluses dans ces études, rendant ainsi difficile d'extrapoler les résultats de ces études à cette population de patients. Qu'en est-il pour les antithrombotiques? En fait, la prise d'antiagrégants plaquettaires et d'anticoagulants figure dans un score prédictif d'hémorragie post-polypectomie élaboré par une équipe espagnole et une analyse coût-efficacité a conclu à la non-rentabilité du clipping prophylactique, sauf pour les patients sous antithrombotiques. Et par conséquent, l'utilisation des clips peut être proposée après une mycosectomie chez les patients sous antithrombotiques en raison d'un risque accru d'hémorragie, vu que c'est une technique considérée comme rentable. Donc en post-colo, la reprise des antithrombotiques qui doit être envisagée le plus tôt possible. Pour les anti-P2Y12, c'est dans les 24 à 48 heures. Pour le Centran, le jour même avec la dose habituelle. Si on a fait un relais par héparine, on doit reprendre l'héparine le lendemain. Et pour les anticoagulants oraux directs, on doit les reprendre après un délai de 24 à 48 heures. Donc un petit récap. Pour l'aspirine, pas d'arrêt. Pour les anti-P2Y12, ça va dépendre du niveau de risque thrombotique, mais quel que soit, il faut poursuivre l'aspirine si elle est prescrite. Pour la polypectomie, privilégier l'anse froide si on est face à un polype infracentimétrique. On peut proposer le clipping prophylactique, surtout si on est dans le côlon droit ou si on a une lésion large de plus que 2 cm. Et la reprise des anti-P2Y12, elle doit se faire dans les 24 à 48 heures. Pour les anticoagulants oraux directs, ils doivent être arrêtés 2 jours avant la procédure sans relais par héparine. Pour les antivitamines K, ça va dépendre du niveau de risque thromboembolique. Pour la polypectomie, toujours l'anse froide pour les polypes infracentimétriques. Et on doit reprendre les anticoagulants oraux directs dans les 24 à 48 heures et pour les AVK le jour même. Donc, passons à la deuxième population particulière de patients. Ce sont les patients porteurs de dispositifs cardiaques implantables qui regroupent les pacemakers et les défibrillateurs. Là, le risque majeur qu'on craint, c'est l'interférence électromagnétique avec le courant électrique, avec comme conséquence les troubles de rythme pouvant être mortels. Là, avec les PACE,
on risque une inhibition de la stimulation avec une bradycardie ventriculaire. Si l'interférence électromagnétique se fait à l'étage auriculaire, là, on risque la fibrillation ventriculaire. Ou on peut même risquer un passage en mode d'asynchronisation auriculo-ventriculaire et donc un risque de BAV. Pour le DEF, on risque une reconnaissance erronée d'une éventuelle arythmie, donc le défibrillateur va délivrer de façon inappropriée un choc électrique, ou au contraire, il ne va pas reconnaître une arythmie ventriculaire chez notre patient. Sachez que le risque d'interférence électromagnétique il est de plus en plus faible en pratique en raison des nouvelles générations de dispositifs cardiaques et si on va respecter un certain nombre de précautions. Et là revient ce périprocédural avec en précolo, on ne doit pas oublier d'envoyer notre patient à son cardiologue afin d'évaluer sa dépendance au dispositif implantable. Il doit préciser la nature du trouble de rythme et les caractéristiques du dispositif. Il va analyser les symptômes fonctionnels et les anomalies ECG si elles existent. Et en cas d'interférence prévisible, donc il peut reprogrammer certains paramètres. En percolo, on doit exiger un monitorage continu du rythme ECG. Il faut avoir un aimant en salle qui va servir comme mesure préventive. On peut l'appliquer au-dessus du dispositif afin d'inhiber la stimulation par le champ électromagnétique. Et il faut obligatoirement avoir un défibrillateur en salle pour agir à temps en cas de trouble de rythme grave. Donc, il faut veiller à la non-interposition du boîtier entre la plaque de terre et le site de polypectomie, comme c'est schématisé dans ce montage, où on voit bien que notre PACE il est au corps du champ électromagnétique généré. Là, il faut interdire ce type de montage, privilégier le deuxième, où on a mis notre plaque de terre au niveau du membre inférieur et donc on a mis notre dispositif un peu à l'abri d'interférences électromagnétiques. En post-colo, on ne doit pas oublier de réadresser le patient à son cardiologue afin de vérifier le bon fonctionnement de son dispositif. Donc, arrivant à la fin, pour les antithrombotiques, pour l'aspirine c'est simple, pas d'arrêt. Pour les patients sous anti-P2Y12 à haut risque thromboembolique, là, il faut penser à tout simplement reporter la polypectomie. Pour les anticoagulants oraux directs, on peut les arrêter quel que soit le niveau de risque thromboembolique sans relais pari-pari. Pour le Syntran, chez les patients à faible risque thrombotique, ça ne sert à rien d'hospitaliser les patients, de faire ce chevauchement par héparine. On peut les arrêter tout simplement. On peut arrêter le Syntran sans relais et faire notre polypectomie. Pour les patients à haut risque thrombotique, l'arrêt et le relais par héparine restent la référence, mais une polypectomie sous Syntran peut se concevoir chez certains patients. Toujours là aussi, lance froide pour les polypes infracentimétriques et il faut envisager un clipping en prophylaxie d'une hémorragie retardée pour les polypes, surtout du côlon droit et dont la taille dépassait les 2 cm. Pour les dispositifs cardiaques implantables, il faut envisager une consultation en cardio, pré- et post-procédure. Il faut avoir un aimant et un défibrillateur en salle. On doit avoir un monitorage continu du rythme ECG. Et il faut éviter de mettre notre plaque de terre au niveau du membre supérieur gauche. Il faut plutôt privilégier le membre inférieur. Et merci pour votre attention.